On plie ici une feuille de papier rectangulaire de X centimètres de large, de manière à amener un des coins sur le côté opposé. On demande d'exprimer la longueur en fonction de l'angle de pli. Alors vous voyez ici toutes les données. On a la longueur du rectangle qui vaut, qui est la distance AB, ou DC, la distance DC, qui vaut Y. Voilà, ça c'est la longueur. Et bien sûr, la largeur, c'est X, qui est la distance BC, voire AD. Alors j'ai fait deux formes de papier rectangulaires. La première forme qui est à gauche, la seconde qui est à droite. La première, bon, la hauteur, c'est la longueur. Et dans la seconde, la hauteur, c'est la largeur. J'ai pris en sorte de faire, j'ai pris l'exemple de faire en sorte que ce soit la largeur du rectangle qui soit la hauteur. Donc j'ai pris modèle 2 qui est à droite, c'est-à-dire la forme numéro 2, 2F. 2F qui est la forme 2. Alors à partir de là, bon, je fais la pliure. Je vais avoir la longueur L du pli. Et bien sûr, un angle qui va se former qui est θ, qui est envers, qui est l'angle de pli. On demande d'exprimer L en fonction de l'angle de pli qui est θ. Donc L en fonction de θ. Il suffit juste d'exprimer L en fonction de θ. Alors pour ça, j'écris ça ici, L en fonction de θ. Alors L, je vous rappelle que c'est le segment AA', c'est L. Et on sait qu'on a un triangle rectangle, hein. Enfin, on a un rectangle, je m'excuse, on a un rectangle qui est, en l'occurrence, le rectangle ABCD, qui est par ses propriétés rectangle en A, B, C et D. Aux angles, l'amplitude BAD vaut 90, ADC vaut 90, DCB vaut 90 et CBA vaut 90. Je m'intéressais à l'amplitude BAD qui vaut 90. Pourquoi? Parce que je fais une décomposition des angles. Alors, l'angle de pli fait θ, mais l'autre angle fait θ aussi, hein, parce que c'est une symétrie, on va dire, orthogonale. Donc l'angle là vaut 90. θ, je m'excuse, il vaut θ. Tout comme cet angle-là, il vaut θ. Donc ces deux angles-là, la somme des deux angles-là vaut 2θ. Alors 2θ plus phi fait l'amplitude BAD qui vaut 90 degrés. Alors je rappelle que θ, le premier θ ici en vert, c'est l'angle de pli. Et il faut exprimer en fonction de la AA' qui est la longueur L. Donc L en fonction de θ, sachant que θ est l'angle de pli et L la longueur de pli. Alors 2θ plus phi vaut 90. Donc cosinus de phi, c'est cosinus de 90 moins 2θ. Puisque, bon, je vous ai dit que phi plus 2θ fait 90. 2θ plus phi fait 90. Donc cosinus de phi, c'est cosinus de 90 moins 2θ. Et cosinus de 90 moins 2θ, c'est sinus de θ. C'est sinus de θ. Alors le cosinus de θ, il vaut AB', dans le triangle, bien sûr, A, A', B', donc le triangle qui est représenté en vert, dont la surface est en vert, je peux écrire que le cosinus de θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est AB', dont la mesure vaut P. Alors P, c'est Y. Hein. P, c'est Y. Hein. Vous aurez compris que le papier, il n'a pas changé. Le P, là, la distance AB', c'est la distance AB. C'est une rotation, on fait une rotation. C'est en même temps une symétrie orthogonale et en même temps une rotation. Celui qui a pu remarquer la vidéo qui était faite concernant les plis, quand je laissais une trace, on voyait un cercle. Hein. Un cercle apparaître. Alors, je fais une symétrie orthogonale, mon point B', va décrire un cercle. Donc, si vous voulez, là, ça ne va pas changer. C'est le bord du papier. C'est Y. La valeur, donc, pour aller de A à B', c'est Y. Ça n'a pas changé. Donc, c'est quelque part, c'est une rotation. On fait une rotation. Bon, ici, c'est une rotation d'angle de θ. Pour amener AB à B', à AB', pour amener
B en B', on fait une rotation. C'est une rotation d'angle de θ. Et donc, là, on conserve le Y, il est conservé, puisque c'est une rotation. Alors, le centre de rotation, bien sûr, ce sera A. Voilà. Donc, cosinus θ, c'est AB', AB', donc AB' qui vaut Y sur l'hypoténuse qui est AA' qui est L. Donc je peux dire que le cosinus θ, c'est côté adjacent, c'est P, mais ici je vous ai dit que c'était Y. Si c'est une rotation, ça conserve voilà, les distances. On a Y sur L, donc on peut dire que Y est connu. Hein. C'est la largeur du... Enfin, la longueur, je m'excuse, c'est la longueur du papier. Du bord du papier rectangulaire. Donc on aura Y égale L cosinus θ. Je vais faire monter juste le L ici pour avoir L cosinus θ et Y vaut L cosinus θ. Donc, alors, Y vaut L cosinus θ. Ensuite, je reviens au cosinus phi. Je rappelle que cosinus phi, c'est sinus de θ. Là. Cosinus phi, c'est sinus de θ. Et cosinus phi, bien sûr, c'est... le phi ici, c'est le triangle ici, qui est le triangle ADB'. ADB'. Je m'intéresse au triangle ADB', que je vais mettre en couleur. Voilà, c'est ce triangle-là. Triangle ADB'. Que voici. Qui est rectangle en D. Là, je peux tirer le cosinus phi. C'est côté adjacent, qui est X, sur l'hypoténuse qui vaut Y. Voilà, donc c'est AD sur AB'. Alors AD, c'est X. C'est la largeur, je m'excuse, la largeur. Et AB', c'est la largeur du rectangle. La longueur. X, c'est la largeur du rectangle, de la feuille de papier. Et Y, c'est la longueur. Donc je peux écrire que cosinus phi, comme il vaut sinus de θ, on l'a vu précédemment, cosinus phi vaut sinus de θ, mais si je développe dans le triangle ici, ADB', on remarque que cosinus phi vaut x sur y. Donc c'est x sur y. Alors je peux écrire que sinus de θ, maintenant je vais regarder uniquement, je vais exprimer f en fonction, plutôt L en fonction de... Je dois exprimer L en fonction de θ. Donc je reprends tout ce qui est θ, de sinus de θ, x sur y, voilà, et y égale L cosinus θ. Donc je vais prendre ces deux expressions là. Sinus de θ vaut x sur y. C'est la première expression qui m'intéresse. Ça, c'est la première expression. Et la seconde, enfin, sinus de θ, c'est 2 sinus θ cosinus θ. Hein. Ça, c'est la trigonométrie.
Voilà, et la seconde, c'est y égale L cosinus θ. La seconde, elle est là. Y égale L cosinus θ, c'est la seconde expression. Et là, je vais tirer une troisième expression par rapport à ces deux-là. Donc ici, je me suis trompé, c'est la 3. Voilà. Donc, sachant que y vaut L cosinus θ, alors x sur y, je fais une substitution de ces y dans celui-là. Et sachant que sinus de θ, c'est 2 sinus θ cosinus θ, on aura x sur y, et y c'est L cosinus θ. Donc je peux avoir cette expression-là, d'où je tire le L en fonction de θ. Et là, on a bien L qui est en fonction de θ. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, L est égal à x demi sinus θ cosinus carré θ. Donc, il dépend bien de θ. Et là, j'ai bien ramené le papier comme indiqué, c'est-à-dire de manière à amener un des coins sur le côté opposé. Alors, un des coins, j'ai pris celui-ci, c'est B. Côté opposé, c'est DC. Eh bien, ça va donner B'. Bon, je vais faire ça par GeoGebra. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, la première chose à faire, je mets un point A. Je vais tout effacer pour montrer comment la procédure. Alors, la procédure, la voici. Je place un point A en 0, 0. Ensuite, je mets un curseur. Je place un point B, dépendant bien sûr du curseur. La coordonnée, c'est le point B, c'est 0A, et le curseur, c'est A. C'est un paramètre. Hein. Je l'ai fixé jusque 10. Donc, je pourrais remonter faire un zoom. Voilà. Et là, vous voyez que le point B peut aller jusque 10. Pas plus loin. Parce que j'ai fixé le curseur de 0 à 10. Ensuite, je crée un second curseur et un troisième point. Ce point étant, bien sûr, dépendant de A et de B. Ensuite, je crée le point D, dépendant uniquement de B. Il va rester sur l'axe X. Et là, je peux créer mon polygone, qui est mon rectangle, qui est ma feuille de papier. Alors la base, bien sûr, la base va varier de 0 à 10, tout comme la hauteur va varier de 0 à 10. Et j'ai pris la forme 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, bah ici c'est la forme 2. Bon, je peux faire une forme 1. Une forme 1, pour avoir une forme 1, je fais ceci. Ça, c'est la forme 1. Voilà. Là, j'ai la longueur qui est la hauteur et la base qui est la largeur. Et une forme 2. Là, j'ai la base qui est la longueur et la hauteur est la largeur. Donc j'ai les deux formes ici. Ensuite, je vais placer un point au milieu, au centre. Je crée la droite. Ben, ça, il n'y a pas besoin. Ça, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire?
je prends d'un point F. Bon, je vais remettre un troisième curseur. Voilà, qui est E. Ce curseur E. Et placer un point, voilà, sur CD. Bien sûr, dépendant du B. Hein, qui peut aller jusque C. Donc là je l'ai formaté pour aller jusque de 0 à de 0 à A. De 0 à A. Je l'ai formaté pour aller de 0 à A. Donc j'ai mis 0 pour le départ et la fin j'ai mis A. Voilà, qui est celui-ci. Vous voyez que chaque fois il va dépendre de ceci. Mais il ne peut pas aller plus loin que le A. Ensuite je crée le segment BG. Bon, mais ça, je ne sais pas si j'en ai besoin. On va réagrandir. Ah, je vais faire un zoom. Alors maintenant, je vais créer le segment BG. Voilà. La perpendiculaire à BG. L'intersection BG à cette perpendiculaire. La symétrie orthogonale par rapport de C par rapport au point H. Construire le segment BC1' et le segment C1'G. Ensuite, je crée le polygone. Ça, c'est le pli. C'est le pli. Donc, vous voyez qu'ici, on a le pli. Donc, vous voyez que c'est aussi bien une rotation. Du point C1' est en rotation. C1' est en rotation. Mais c'est aussi bien aussi une symétrie orthogonale. C'est une symétrie orthogonale. Donc, je peux créer un cercle grâce à ça. Et que c'est une symétrie orthogonale par rapport à BG, à l'axe BG. C'est aussi une symétrie centrale par rapport à H. Donc j'ai une symétrie centrale et une symétrie orthogonale, et bien sûr un cercle. Le point C1' va se promener sur un cercle. Du fait qu'on a une symétrie orthogonale, une symétrie centrale, va se promener sur un cercle. Alors, BC1', ce segment ici, je peux changer de couleur, hein. Il vaut B, c'est normal. Je dis, il se promène sur un cercle. Il vaudra toujours B.
Alors, je vais mettre les angles, je place l'angle. Ça, c'est l'angle de pli. Variable, bien sûr. Alors, je calcule le sinus de l'angle de pli, le cos carré de l'angle de pli. Et bien sûr, je fais le produit, je multiplie tout par 2 et je divise, bien sûr. En fait, je fais la formule qui est là. L égale x sur 2. Alors, je calcule je calcule le sinus θ à part, le cos carré θ à part, je fais fois 2. Et puis, pour calculer le L, je fais le x qui est la largeur A sur 2 sinus θ cos carré θ. Donc, je fais A sur Q. Et là, j'obtiens 10,35. Alors, je mesure cette fois-ci BG. Alors, BG, c'est justement la longueur de pli. Alors, la longueur de pli, qui vaut L, vaudra, elle vaudra Y à l'intersection, justement, ici. Là, le L vaudra Y en ce point-là. Et là, je sais bien qu'il y a une intersection. Donc, on va faire ça. Donc, 12,5 doit être égal, enfin, R doit être égal à S. R doit être égal à S. On va recommencer ça pour voir s'il va le prendre d'abord. Il fait toujours des sauts. Je ne sais pas si c'est les valeurs. R c'est bien une valeur. S c'est une valeur aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut pas. Bon, il veut pas le prendre. Il veut pas prendre cette condition-là. Bon, c'est pas grave. On va regarder autrement. Alors,
pour que ce soit égal, il faut qu'il y ait une intersection, voilà, de C1' avec AD. Voilà, là R égale S. Presque, hein, presque. Je pourrais être un peu plus fin. R vaut 11,1 et BG vaut 11,18. Ici, là, je suis complètement changé. Difficile d'être fin. Hein. Bon, j'essaie d'être le plus fin possible, mais je vais remonter. Là, 11, 14, 11, 17. Bon. Difficile d'être fin. Voilà, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je mets le point Z égale C1' pour éviter d'avoir, voilà, de faire en sorte de trimballer un apostrophe et une valeur 1 qui est en base. Alors pour éviter ça, cette écriture-là, je fais juste Z égale C'1, comme ça je ne trimballe pas C'1, un indice, oui, en indice. C'est ça que je veux dire. Je ne trimballe pas un indice et un apostrophe, donc je fais C égale 1. Voilà, et là je mesure la distance BZ, voilà, et BZ, ben, c'est BC1'. Voilà. Et alors bon, cette distance vaut toujours 10. Hein. Elle vaut toujours 10. Voilà. Alors Z c'est un point. Je regarde quand Z appartient à D, mais il me dit que c'est toujours faux. Donc je passe par un autre, une autre façon de faire. Voilà. Je reprends un segment et je regarde encore une fois quand est-ce que si Z appartient au segment, mais ça ne marche pas non plus. Voilà, ça ne marche pas non plus. Donc à ce moment-là, il me reste encore une autre façon de faire, c'est d'aller chercher l'intersection G1, F1, c'est-à-dire l'intersection de deux droites. Donc la droite G1, F1, alors je rappelle que c'est l'intersection BC' AD. Je regarde s'il y a une intersection, parce que les autres moyens, ça ne marche pas. Hein. Z appartient à F1, il va toujours me dire false. Z appartient à D, il va toujours me dire false. Bon, bon, ça marche pas. Et vous avez vu tout à l'heure que le R égale S, ça ne marche pas non plus dans la condition. Donc tout ça fait en sorte que je ne verrai pas apparaître un true pour U, ni un true pour V, ni une condition qui est convenablement implémentée. Donc je passe par les intersections. Et là, je sais voir s'il y a une intersection. Voilà, là, il y a une intersection. Alors, l'intersection, il faut que bien sûr, elle doit se faire de la manière suivante. Voilà, le I, vous voyez le I, l'intersection de AD avec BC1', c'est I. Quand I va être réuni avec C1', là on peut dire que la condition que je vous ai montrée tout à l'heure doit être vérifiée. Donc c'est-à-dire que c'est là, environ là, voilà, que on a la vérification de l'égalité 11,1, 11,1. R égale S. Voilà, c'est un tour de passe-passe parce que bon, si je mets si R égale S intersection de BC1' avec AD, il ne le voit pas. J'ai essayé, bon, enfin, il ne sait pas faire la condition. Je vais encore essayer encore une fois. Si condition, alors, si R égale S, R est une valeur, S étant une valeur, alors, si R égale S, déjà ici, fait un saut. Voilà. Alors là, si R égale S, c'est que, voilà, on a l'intersection, sinon on n'a pas d'intersection. J'essaye ça, ça ne va pas. Donc je ne peux pas me fier à ça pour essayer de trouver l'intersection. Donc même en me fiant à Z appartient à F1,
le point Z appartient à un segment, il ne veut pas me le prendre parce que ici, vous voyez qu'il y a l'intersection et il ne met pas Z appartient à F1 égale true. Il met toujours false. Même quand il y a l'intersection, il met Z appartient à F1. Pourtant, il appartient bien. Le point Z, qui est l'intersection voilà, de AD avec BC1', qui est Z, ben, il ne veut pas me mettre true. À aucun moment, il met true. Donc, s'il ne met pas true, il me met toujours false. Bien qu'il y ait une intersection, bien qu'il y ait une intersection, il devrait mettre true, il me met false. Ben, à ce moment-là, je suis obligé de passer par un autre tour de passe-passe. Et le tour de passe-passe, c'est bien les intersections. Donc, de G1, F1. Donc, quand I est assemblé avec C1', je peux dire que là, on a la relation que voici qui est bonne. Enfin, la relation qui est vérifiée. X sur 2 sinus θ fois cos carré θ. Donc ici, je commence à la pliure ici. Voilà, la pliure se fait ici. On est parti. Et je vais dans le coin opposé qui est coin opposé. Voilà. Là, il a atteint et à aucun moment il a mis un trou. Voilà, il l'a atteint et puis maintenant il est sorti. Hein. Là, le papier sort de la zone papier. Là, il va de nouveau rentrer dans la zone papier. Voilà, là, il y a l'intersection. Et donc, quand il y a l'intersection, ben, c'est là qu'on a la conditionnalité de x sur 2 cos carré θ sinus θ. Donc, la condition, elle va arriver. Je vous dirai là où il y a la condition. Au moment où il y a la condition. Top, voilà. Quand j'ai dit top, c'était la condition était vérifiée à ce moment-là. Maintenant, on sort du papier. Voilà, je rentre de nouveau dans la condition, elle va être vérifiée dans un petit instant. Je vais dire le top. Top. Voilà, elle a été vérifiée quand j'ai dit top. Voilà, donc à un moment donné, la condition est vérifiée quand on arrive au côté opposé du papier. Mais le problème, c'est que bon, avec des petites instructions de conditionnalité, ça ne marche pas. Avec Z appartient à un point appartient à un segment, ça ne marche pas. Puisqu'il va mettre toujours true. Hein. À aucun moment, il va mettre faux. Il met toujours false. À aucun moment, il met true. Voilà, au moment du top que je vous dis, bon, à aucun moment, ben, il met true. Bon, et je pourrais faire varier, bien sûr, la taille papier à ma guise, soit en hauteur, soit en largeur. Hein. En longueur ou en largeur, je peux. C'est indépendant aussi de la taille du papier. C'est indépendant de la taille du papier. Le problème, voilà, le problème, il est toujours comme ça. C'est-à-dire que la formule sera toujours vérifiée, quel que soit, je veux dire, les tailles des papiers donnés, que ce soit A ou B. Je vous remercie.